du maïs. Tu as gagné du maïs de quel côté? Ouais. Parce que normalement, Ah bah, c'est la bourrée, 10 mètres après la haie, on a retrouvé les ouais, mais ça va pas. protections. Bien, bah, je me présente, hein, je suis monsieur Delefosse, André, donc le maire de Montflour. Je suis accompagné des adjoints, deuxième adjoint, et puis le premier adjoint, bah, il était là. Il est là, tout à l'heure, il a une grande écharpe, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc le thème donc, est l'arbre, donc sous l'initiative du CAUE, vous êtes tous au courant je pense, donc dirigé par madame Carole Dauphin. Voilà. L'idée c'est de vous présenter là maintenant ce qu'on a créé ici, la mini-forêt, donc qui est une méthode Miyawaki. Il y a Laurent qui en parlerait mieux que moi parce que c'est Laurent qui est à l'initiative de ce projet en tous les cas. Nous, au niveau du conseil, on avait eu l'idée de planter des haies, ce qu'on a fait d'ailleurs. Il y a une conseillère qui nous a parlé de Laurent, qui était un planteur d'arbres. Il en plante partout où il peut. Voilà, il cherche du terrain pour planter des arbres. Et donc on a fait connaissance, il nous a présenté son projet, donc la plantation d'une mini-forêt Miyawaki. On a étudié son projet et donc l'unanimité, on est parti dedans, quoi. Et puis voilà, donc il y a 2 ans et demi, le 24 novembre 2022, si je ne me trompe pas, 2021. La mini-forêt a été plantée par 60 personnes, 60 volontaires, des alentours surtout, beaucoup. Voilà. Et quoi en dire, ensuite il s'est créé autour de cette mini-forêt un petit groupe qu'on appelle les gardiens du petit bois pour l'entretenir, parce qu'il a fallu l'entretenir au départ, puisqu'on avait quand même des plants de 40-50 cm de hauteur. Donc il fallait désherber, il fallait l'entretenir et tout ça, quoi. Donc ça, on faisait ça le samedi matin, une fois par mois, au beau temps. Il a été, comme vous le remarquez, il a été planté aussi du grillage pour la protéger des animaux, parce que forcément c'est bon les plants, donc on les a protégés, les arbres, et puis donc il est prévu d'enlever le grillage d'ici 6 mois. Maintenant on va pouvoir commencer à enlever les poteaux et le grillage, quoi. Donc la laisser un petit peu plus s'exprimer, si je peux dire. Et puis on va continuer à l'entretenir au niveau des abords et puis l'intérieur, et puis on va la laisser pousser tranquillement. Laurent va vous raconter un petit peu plus en détail, parce qu'il connaît le sujet par cœur. Ouais, c'est un projet. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on pense, enfin moi personnellement, je pense que l'arbre est primordial pour l'humain. L'arbre va pouvoir vivre sans nous, mais nous on ne pourra plus vivre sans les arbres, je pense. Et au contraire de ce que fait actuellement un peu toute la société, c'est d'essayer de replanter le maximum d'arbres pour pouvoir nous aider à survivre un peu dans ce monde un peu bizarre. Et le fait de planter des arbres tout seul, c'est intéressant, personnellement j'adore ça. Mais l'idée était de dire aux gens, à tous les citoyens, vous voyez, un simple citoyen peut planter des arbres. Alors si on se mettait à plusieurs, on pourrait faire encore un truc plus grand. Et je suis tombé sur la méthode Miyawaki qui, elle, par son nom, est un botaniste japonais qui a mis en place ça au Japon pour pouvoir sauver un peu son île des intempéries. Il a trouvé que c'était une bonne barrière contre les intempéries. Et donc ça a été transposé dans plusieurs pays, maintenant dans le monde entier. Et donc c'est arrivé en France il y a quelques années. Et nous on s'est formé avec Étienne sur Nantes, qui eux plantent des forêts en milieu urbain, auprès des écoles. Les forêts Miyawaki sont plus implantées dans les forêts, dans les grandes villes, dans les cours d'école, sur les places de parking, pour un peu renaturaliser les villes. Nous on partait de zéro et sans argent, donc l'idée était de trouver un endroit
un terrain déjà qu'on puisse exploiter. Et après, comme on est un milieu rural, on est des petites communes, l'idée c'est de se servir des entrepreneurs agricoles et des agriculteurs pour préparer le terrain, parce que c'est quand même une méthode, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Grâce à eux, on a pu baisser le coût de mise en place et du travail de la terre. Donc on aurait fait ça en centre-ville, il aurait fallu faire intervenir des entrepreneurs de travaux publics pour casser le béton, pour faire travailler pour Mélimipel et tout ça, donc ça a un coût, ça aurait doublé le coût. Donc là en gros on en a eu pour 7 000 euros on en a eu pour 7 000 euros en comptant les arbres, la plantation, la préparation, la clôture et les panneaux. Et puis voilà, c'est tout. Et l'idée c'était, donc comme on dit, par chez nous ça choque un peu, on plante 3 arbres au mètre carré. Alors là on vient, comme je disais tout à l'heure, du monde agricole. Le premier qui était contre le projet, moi c'était mon père, il me disait mais t'es complètement dingue, 3 arbres au mètre carré, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et au contraire, on voit, c'est le côté bénéfique de planter aussi serré, c'est que les arbres font une émulsion entre eux et se recherchent tous la lumière et ça les pousse vers la hauteur. Alors c'est vrai que on appelle ça une mini-forêt, c'est un petit bois, c'est pas ici pour faire la production de bois, hein. C'est juste pour avoir de la verdure et pour avoir un système, pour continuer la ligne verte et tout. Et plein d'autres choses aussi. Mais le but aussi, c'est que c'est un projet participatif, ça veut dire que on va vous montrer qu'on peut planter des arbres, venez, on va vous montrer comment on fait, et maintenant vous pouvez faire pareil chez vous. Donc il y a eu 2-3 exemples en Mayenne qui ont pris la suite, ils viennent voir. On les aide, on les oriente, on a encore quelques projets dans les cartons là. Et donc je pense que c'est à partir de ce point-là, on veut que ça se propage un petit peu partout. Voilà. Et donc c'est un coin agréable et en 3 ans, c'est impressionnant, même moi je suis impressionné de la grandeur et du peu de mortalité qu'on a, hein. On a eu en gros 15 arbres qu'on crevait, c'est tout. Et la première année. Et depuis, non, ils poussent tous, hein. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont crever, hein, mais au contraire, il en faut, parce que on a fait le cycle d'une forêt en partant d'une prairie. Une forêt, ça met à peu près 100 ans pour arriver à des arbres, mais entre deux, il y a quand même des stades, et le premier stade c'est de la forêt, de l'herbe, ça passe à la ronce, de la ronce après au bouleau, au genêt, tout ça, et après on arrive aux grands arbres. Là, on a tout planté d'un seul coup. Donc, en gros, on verra ça dans une trentaine d'années. Donc, je vous donne rendez-vous dans 30 ans. Mais dans 30 ans, on aura une forêt avec des gros arbres. Par contre, tout ce qu'on voit qui est en train de fleurir, les bouleaux, tout ça sera crevé. Mais en crevant, ça amende le sol et les autres vont pousser un petit peu plus vite. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Alors, on a planté principalement des essences Alors, quand même, oui. Ouais, aucun épineux, enfin aucun sapin, que des essences naturelles. On a été voir dans les forêts aux alentours, donc on s'est renseigné. Là-dessus, on a fait notre liste qui est là, ici les essences locales. Et au mètre carré, on a pris un arbuste, un arbre moyen et un grand arbre au mètre carré. Et la plantation s'est fait, c'était impressionnant quand même. Ça, avec 60 personnes qui sont venues, franchement, on a fait du beau boulot en une journée, hein. On comptait faire ça planter une journée et faire le grillage une autre journée. Et on a tout fait à peu près en 4 heures. Ouais. 4 heures. Bon, après, il faut passer derrière certaines personnes parce que la plantation, il y avait des enfants, il y avait... c'est bien parce que y a des enfants, puis on avait mis des petits rubans avec les prénoms des enfants. Il y en a qui y reviennent et puis bon, maintenant on ne peut plus les rubans. Mais l'année dernière, il y avait une petite fille qui est venue et disait ça, j'ai planté cet arbre-là, c'est mon arbre. Donc je trouve que le fait d'avoir planté, je pense que, alors moi ce qui me fait mal c'est de devoir couper des arbres, mais je pense que les personnes qui ont planté des arbres, je pense que ce n'est pas des personnes qui couperont des arbres ou qui réfléchiront avant de planter des arbres. Et le but c'est déjà ça, on a déjà gagné ça. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider.
si vous avez des projets, voilà, je suis là aussi. On est là pour vous aider. Voilà. Comment vous avez réparti les arbres? Il y avait des modules de déterminés ou c'était complètement aléatoire? Vous avez dit un petit arbre, un arbuste, un arbre plus grand? Alors on a fait le choix sur ces parcelles-là de prendre des arbres en godet déjà. Et donc on avait une sorte de présentoir et on avait, moi personnellement j'ai presque rien planté ici parce qu'on a fait que donner les arbres et ça allait tellement vite, il y avait tellement de monde qu'on avait du mal à fournir. Mais on donnait, c'est sur notre site internet, on avait quadrillé ça au mètre carré. Donc on avait mis la rubalise et on avait dit à 3 personnes vous prenez cette rangée-là. Donc les gens plantaient 3 arbres, ils revenaient nous voir, on donnait 3 arbres, ils replantaient, toc, et faisaient l'aller-retour. Et ça va extrêmement vite, hein, parce que... Ouais. Chaque mètre carré, ils prenaient un grand arbre. Là-bas, je voyais par exemple, il y a beaucoup de sol, et puis là, il n'y en a pas. Bah, ça s'est fait de façon un peu aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Les gens leur plus naturel. On est quand même une personne et on leur dit tu prends ce carré-là, enfin cette ligne-là, et la personne a la ligne d'à côté. Donc il y a des fois c'est. On a fait une formation aussi du côté de Nantes. Alors par contre, je ne me souviens plus du nom de l'organisme de formation qui nous a appris voilà, Mini Big Forest, c'est un fonctionnement semi-associatif qui nous a montré comment procéder et qui impulse aussi pas mal de projets. Alors on a planté que des arbres locaux et quelques arbres venant du sud. On a planté 1 ou 2 chênes lièges, des chênes verts mais du sud, enfin parce qu'on ne sait pas ce que va nous donner le changement climatique. Et donc on sait très bien que les hêtres et les chênes locaux là, ils sont amenés à disparaître. Donc l'idée au départ c'était de faire rapatrier des chênes du sud, enfin des arbres du sud pour les implanter chez nous. Et on s'aperçoit maintenant, enfin j'ai lu 2-3 études, que ces chênes-là qui vont crever sont en train de fournir des petits qui s'habituent au changement climatique. Donc ils seraient un peu plus résistants que les chênes qu'on transplante ici. Donc on verra bien, c'est un test. Si nos chênes verts ou chênes lièges qu'on a plantés là, ils risquent de pousser, mais nos petits risquent de pousser aussi et de tenir le coup. Si le changement climatique ne va pas trop vite, c'est ça le problème. Et en termes d'usage, qu'est-ce que vous avez pu observer voilà, est-ce que c'est des enfants qui viennent ici qu'est-ce que vous avez pu observer depuis qu'elle a été plantée Les premiers qu'on a vu arriver, c'est les papillons, les oiseaux et une chouette aussi. Après les enfants, moi je suis pas d'ici moi. Alors, donc, La fréquentation, je peux pas dire, on ne surveille pas non plus, donc je sais pas, il y a des gens qui viennent voir certainement, mais... Il y a beaucoup de gens se promener avec les chiens. Oui, ils se promènent, ils font le tour du... L'avantage c'est qu'il a été fait un chemin, donc maintenant ça fait une belle balade. Donc les gens se promènent beaucoup par ici. Alors après, il faut peut-être attendre que ça remonte un peu, il reste un peu d'aménagement à faire ici. On a mis 2 bancs, mais il faut qu'on aménage encore un petit peu mieux que ça. Et puis je pense qu'il y a un moment convivial et puis le projet va... Le but c'est que les gens viennent se ressourcer, là, voir des oiseaux, tout ça. On en a profité pour ouvrir le chemin qui est derrière. Oui, on l'a emprunté là. Un vieux chemin qui était bouché, puis donc pour faire un chemin entre Archipel, le cimetière, jusqu'ici, donc ça fait une petite boucle. Donc c'est sur un lieu de balade. Et puis on a commencé à installer des bancs, et puis bon, régulièrement, il faut l'entretenir. On l'a fait pas très longtemps, mais ça a repoussé. Il faut être là, il faut être présent. Aussi un chevreuil. Ah oui. Ouais, on a eu un chevreuil. C'est pour ça qu'on a mis des rubalises sur les grillages, parce que là, ça... Il avait réussi à sauter par-dessus. Dedans, et puis il a passé dedans. Alors pour ceux qui ça intéresse, c'est un système où on est plus en campagne, on met du grillage à poules là,
parce qu'on a quand même les rats-taupes et les lièvres et les chevreuils et tout ça, donc c'est pour les empêcher. Et en ville, c'est plutôt de la galivelle, là. C'est pour empêcher les humains de rentrer dedans. C'est plus ça. Ça dépend des prédateurs. On s'adapte. Vous avez proposé de se revoir dans 30 ans tout à l'heure. Il n'y aura aucune intervention, c'est juste les arbres qui vont... Ouais. Ou est-ce que vous allez faire des éclaircissages? Non. Les 3 premières années, on est là pour faut laisser pousser. Sauf que ce qui prend, tout le monde connaît ça, quand vous plantez des arbres, la principale concurrence pour la survie de l'arbre, c'est l'herbe. Donc il faut supprimer l'herbe au départ pour que l'arbre puisse se pousser. Là, on était sur un terrain agricole qui a été travaillé, labouré. Les racines des arbres descendent au plus profond. Pour que ça puisse descendre, le problème c'est quand vous labourez, vous laminez le sol, enfin vous faites une sorte de semelle, et qui est impénétrable pour les racines, qui met beaucoup de temps, ce qui fait crever les arbres. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait décompacter, on n'a pas labouré, on a décompacté le sol. Après on l'a amendé et après on l'a paillé. Il faut pailler. C'est le truc, il faut vachement pailler. Une fois qu'on a paillé, il faut faire la plantation, donc on dépaille pour que les gens puissent planter et on repaille par-dessus. Donc voilà. Et après, une fois par mois, on venait ici à une dizaine, des fois avec 2, 3, et on désherbe à la main. Et c'est très facile à désherber parce que ça passe à travers la paille. Et l'idée, c'est d'enlever l'herbe et puis de la laisser au sol. Et comme ça amende encore un peu plus. Et on a fait ça pendant 2022, 2023. On devait faire ça en 2024 et là on ne peut plus y accéder. Donc on n'a fait que 2 ans et au final la forêt, il faut la laisser vivre. C'est elle qui va se réguler toute seule, va y avoir des forts et des faibles. C'est comme partout, les forts vont pousser puis les faibles vont aider les forts à pousser. Il y a eu de l'arrosage au début quand même. On a eu deux séances d'arrosage parce qu'en 2022 il faisait hyper chaud. Donc on a eu 2 séances d'arrosage. Mais on a eu de la chance. Cette année, Cette année, on ne va pas arroser. Non. Mais on a vu, c'est un terrain, avant de faire le travail de la forêt, là, on avait un peu analysé le terrain. Il n'y avait aucune vie dans la terre. Aucune vie. Franchement, pas un ver de terre, rien du tout. On a commencé à travailler le terrain au mois de septembre. Et au mois de novembre, quand on a commencé à planter, il y avait une foison de bêtes déjà qui était arrivée. Donc là, vous pouvez piocher, il y a des vers, il y a tout. Franchement, c'est... Une abeille se promenait. Ah ouais. C'est du terrain que la commune a acheté C'est un terrain que la commune avait déjà. Qu'on a récupéré, qu'on a arraché à un agriculteur. Oui, c'est ça, en fait, donc ça appartenait déjà à la mairie Oui. Et c'était exploité par un paysan conventionnel. Qui traitait. Traité. Bon, on a eu de la chance sur ce coup-là parce qu'il le traitait, il l'occupait illégalement. En fait, il n'avait pas de bail sur ce terrain-là. Donc on a récupéré 8000 mètres carrés de terrain là. Ouais. Donc on a pu sauver celui-là et puis du coup on a pu faire le projet que nous a présenté Laurent. Laurent d'ailleurs il ne s'est pas présenté, il fait quand même partie de Team VTT, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ouais. Et puis tu fais partie aussi de Mayenne Propre. L'idée, c'est vrai que les gens sont un peu étonnés en tant que sportif, je ne suis pas trop sportif, mais faisant partie d'une association sportive, pourquoi on s'investit dans un projet comme ça. Donc le projet pour notre association était de rouvrir, nous le principal, on est randonneurs, pédestres ou vélo, c'est d'avoir des chemins de randonnée. Donc pour avoir des chemins, il faut avoir des haies, et donc de fil en aiguille, on est parti à faire la forêt et le but dans le projet c'était d'avoir un chemin de liaison. Donc nous comme on fait du halage, on a un chemin qui passe derrière et qui arrive juste auprès de l'archipel et ça nous fait encore une boucle supplémentaire. Et donc en faisant des actions comme ça, on arrive à avoir des chemins de randonnée ouverts à tout le monde, ouverts à tout le monde. Donc c'est vrai qu'en plus, on ne l'a pas dit, mais c'est un projet où on a fait un appel aux dons.
Et donc la moitié de la somme, un petit peu plus de la moitié, c'était des dons de personnes privées. Et l'autre moitié, c'était la Valaglo avec une banque. Voilà. Mais on s'est aperçu en faisant ça, c'est justement, on a des idées. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose pour la nature, qui veulent bouger, sauf que ils ne savent pas quoi faire. Donc en leur proposant un projet, les gens sautent dessus. Qui sont prêts à aider et après à prendre exemple et tout. Hein. Franchement, on a fait une forêt, enfin une forêt. On a fait chez un particulier à Bonchamp, pas loin du rond-point là, dans le centre là, chez un particulier, ça fait 10 mètres par 10 mètres. Ils se sont mis à toute la famille, les parents, les enfants et les petits-enfants. Tout le monde a fait sa rangée et tout le monde est content et tout le monde, c'est un beau projet familial aussi. Je vais vous voir tous repartir avec un projet chez vous. Vous avez quelle surface là? Là, on a 500 mètres carrés, là, sans le 500 milieu mètres carrés plantés. de planter. Et on avait prévu faire un petit espace comme ça au milieu, pour qu'on puisse être au milieu du petit bois, pour que ça fasse un espace convivial aussi. Après, chaque mini-forêt a sa forme particulière. Hein. Nous, le collectif qui avait été créé avait décidé de faire ça. On est plusieurs, donc c'est pas que moi j'avais une idée, chacun a son idée, et je trouve que ça était bien. En plus c'est un projet humain. On est une équipe maintenant et on n'est pas toujours d'accord, mais on est complémentaires. Franchement, c'est ça qui fait avancer. Moi j'avais plutôt en long, mais après. C'est tombé sur ce projet-là et on était parti sur 1000 m². Heureusement qu'on n'a fait que 500. C'est un peu de boulot quand même. Mais le projet est bien réalisé. Puis faut quand même être conscient que ça représente beaucoup. Il y a quand même sur le plan financier, c'est énorme quand même. 8 000 €, hein, on a 7 000 ou 8 000, je ne sais plus. Ouais. Puis l'investissement humain après pour s'en occuper, forcément ça fait 2 fois plus de travail. C'est un boulot. Mais 500. En fait, en gros, les mini-forêts c'est souvent entre 250 et 1000. Donc 500, on est dans la moyenne. Bon, on a d'autres moyens de planter des arbres. Là, on va créer derrière. Là, on va passer par le chemin qu'on a créé d'ailleurs. On va planter des arbres aussi, on va faire un verger, donc il est prévu avec Agribio Div, en lien avec la Fédération des chasseurs. Donc on va planter des arbres, encore un verger, une trentaine d'arbres. Il va y avoir une mare aussi qui est prévue, et puis Laurent a eu une idée aussi de replanter aussi un autre verger à côté, différent. Ça s'appelle une forêt nourricière. Bon, voilà. C'est bien de planter des arbres comme ça, mais sauf que là, celui qui ne connaît pas la botanique, on ne mange rien, si, ils sont comestibles. Mais le but c'est de faire un verger au lieu de faire des vergers qu'on a comme en Normandie. Là, tous les arbres sont les uns à côté des autres. Là, ça serait, c'est pareil, le même système, à faire un complément, avoir des grands arbres, des vignes, des petits arbustes, n'importe quoi, et ça soit ouvert à tout le monde. Donc, parce qu'on s'aperçoit que même dans nos communes, il y a des gens qui ont du mal à vivre et avoir des jardins partagés en accès libre, ça peut aider certaines personnes à avoir un petit complément. Investir le fruit, et les fruits c'est assez cher, donc là ça serait des fruits naturels et gratuits que chacun pourrait récupérer. Donc le but c'est qu'on aille là-dessus, et que si toutes les communes de la Valaglo avaient son petit jardin fruitier, on verra plus tard. Si je m'emballe. Mais l'idée c'est de montrer que c'est possible. Une fois que c'est possible, les gens peuvent copier. Il y a l'aspect lien social, ça peut être un lieu de rencontre, un lieu d'échange à travers la collecte, les récoltes éventuelles. Et donc ça associerait petits arbustes, genre framboisiers, puis après
Et ben, poirier, pommier, etc. Il y aurait différentes strates aussi, comme ici. Et pour une réponse, on les a partout. Voilà. Ils sont dans la tête là. Ça, On va peut-être passer du coup le long Oui. de la haie, aller voir le nouveau terrain. J'ai pas compris. Quelle surface faisait le terrain que vous avez récupéré? 8000 mètres carrés, Ah oui, donc il y a encore 7800 beaucoup de pour être exact, et Ouais. il nous reste 7500 mètres carrés Ah oui, aménagé. à aménager encore. Donc voilà, on a de quoi faire. Ouais. Ah oui, c'est bien, c'est une belle parcelle. Tout ça pour le bien-être des animaux, des insectes et puis des humains. Je les mets à la fin. Les animaux, enfin, Ah ouais, qu'est-ce que vous avez pensé On a des beaux exemples d'arbres isolés dans les champs. Juste posé, non? Ça venait juste de peut-être bien, ouais. Non, mais c'est vraiment... Comme ça. Le nom est connu. Redonner la destination de... Donc c'est intéressant parce qu'ils prennent tout en charge quoi, chez Javot, là. Ils prévoient, ils incitent justement les communes à recréer des mares, même les particuliers, hein. Et tous les 2 ans, enfin non, tous les ans je veux dire, ils prévoient deux endroits, quoi. Ils prévoient le budget pour ça, quoi. Donc là ils ont un budget de 9000 € pour la création de 2 mares. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci à Monsieur le maire de Montflour de nous avoir accueillis et merci aussi à Monsieur Garnier de nous avoir accompagnés et bravo aussi pour votre projet. Donc ce soir, la thématique qu'on a choisie pour ce rendez-vous du mardi, c'est sur l'arbre, donc chronique d'une matière vivante. Et en fait, on a voulu essayer de parler de l'arbre en centre-bourg. Et pour ça, donc, on s'est dit, bah tiens, il y a un bel exemple, puisqu'à Montflour, il y a une mini-forêt qu'on va plutôt se développer en zone urbaine en général, qui est là à la campagne. On s'est dit, c'est un bon exemple. Ensuite, ce soir, on vous accueillera avec... donc on a décidé de faire avec quelques personnes, de faire comme un petit tour de table, mais Mathilde Hudron, paysagiste au CAE, va mener un petit peu en tant que comme un médiateur cette table ronde. Donc avec Bertrand Rameau qui est botaniste, qui est depuis quelque temps dans la région entre Fontaine-Daniel et Saint-Pierre-sur-Ère, on va dire. Ensuite, on va avoir une petite vidéo parce qu'il ne pouvait pas être là, mais avec Augustin Bonardo qui est arboriste forestier du CAE de Seine-et-Marne, donc un CAE qui est depuis très longtemps avec son département implanté sur tout ce qui est arbres, etc. Maude Laurent qui est animatrice du réseau des collectivités chez Synergie de la Mayenne. Laure Thierry qui est paysagiste conceptrice basée à Montenay. Et monsieur le maire Jean-Paul Forveille, maire de La Roche-Neuville. Chacun vont nous parler, mais ça je vais les laisser continuer à peu près sur les thématiques. Alors le CAE, je ne sais pas si tout le monde connaît le CAE. Oui, pratiquement. Soit personne, soit tout le monde. Ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Mayenne. Et on fait du conseil. Alors on est là pour parler de l'aménagement du territoire en amont de la maîtrise d'œuvre et aussi bien pour du conseil aux particuliers, de l'assistance en collectivité, de l'information, de la sensibilisation comme on fait ce soir, de la formation. Et tout ça, on le fait avec une petite équipe de 7 personnes, mais pas tous à plein temps. Et nous sommes basés à Laval avec
conseil d'administration des administrateurs qui sont soit élus, professionnels ou adhérents à l'association. Voilà, grossièrement. On a notre assemblée générale qui va être le 11 juin à Fontaine-Daniel. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez venir nous voir et vous pouvez regarder sur notre site en faisant caie53.com. Voilà. Alors le programme de la soirée, je l'ai dit un petit peu, donc avec Monsieur le maire, on a vu la micro-forêt. Ensuite, on va voir par le CAE de Seine-et-Marne, vous allez appréhender un petit peu les outils qui peuvent nous servir sur la thématique de l'arbre. Et puis ensuite, donc, la discussion sera avec les différentes personnes qu'on a citées tout à l'heure et on finira avec un cocktail. Voilà. Je vais laisser Mathilde prendre la parole et continuer. Alors, il est toujours bon de refaire une petite introduction, même si bon, là, on va enfoncer un peu les portes ouvertes, mais on va répéter un petit peu et c'est toujours important de rappeler ça quand on parle d'arbre. Donc la première chose, je pense que tout le monde le sait, mais c'est bon de le rappeler, c'est un outil majeur contre le réchauffement climatique et pour l'accompagner, parce que malheureusement il est là, et que, du coup il va falloir faire avec. Particulièrement sur les îlots de chaleur, le ravinement, les inondations, auxquelles on pense moins, mais l'arbre c'est un très bon outil contre ça. La diminution de la biodiversité, forcément. Et puis aussi, on pense moins, mais la pollution aux particules fines. Voilà, les feuilles des arbres, elles récupèrent en fait tout ce qui est pollution, tout simplement par leur surface, qui est assez importante. Elles vont récupérer les particules fines. L'augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique, bien évidemment. Voilà, un arbre, majoritairement, même si ça respire comme vous et moi, ça grignote du CO2 et ça redonne de l'eau. Voilà. Je pense que ça, tout le monde est au courant. D'autres choses qui sont très importantes d'évoquer quand on parle d'arbres, bien évidemment, c'est que c'est un élément intégral du paysage rural, particulièrement en Mayenne, mais dans beaucoup d'autres paysages aussi. Voilà, on parle énormément du bocage en Mayenne. Eh bien, l'arbre est une partie essentielle de ce bocage. C'est lui qui crée avec les haies ces lignes qu'on voit dans le paysage et qui délimite et qui permet en fait de créer des vues plus ou moins rapprochées. Voilà, on n'est pas dans la Beauce en Mayenne, on a du bocage. Donc voilà, la haie, on a aussi l'arbre isolé. Donc là, on en a vu des très beaux exemples au niveau de la commune avec de très beaux chênes. C'est une particularité aussi au niveau de la Mayenne que d'avoir de très très beaux chênes isolés et d'autres arbres. Et donc il est complètement indissociable du paysage rural mayennais. Tellement indissociable qu'il est complètement ancré dans l'imaginaire collectif. Je défie quiconque, quand je vais lui parler du paysage mayennais, de ne pas imaginer au moins un arbre dans l'image qui va se faire dans la tête. C'est pas possible. C'est complètement lié. Et on le voit aussi dans les peintures, là c'est un aperçu, hein. Bien sûr on ne peut pas tout mettre, mais de paysages mayennais ou d'autres inspirations et d'appropriation au niveau des arbres. Et justement, en parlant d'appropriation, l'arbre c'est aussi un élément identitaire, d'attachement, qui apporte de l'attractivité dans un village. Là je vous ai mis des exemples, on a un des plus vieils arbres qui existe à Saint-Mars-la-Futée, qui est en fait une aubépine qu'on voit ici. Il y a tellement un attachement fort au niveau des habitants sur cet arbre-là, que pour être sûr que malheureusement, si jamais, un risque d'arriver, mais qu'il décède, on a planté une autre aubépine. Pour être sûr qu'il y ait toujours une aubépine dans ce village-là. Donc ça montre bien l'attachement et le côté fort, rien qu'à l'élément de l'arbre. Voilà, au niveau des centres-bourgs, et c'est là où on va en venir aussi, c'est que c'est pas uniquement un outil urbain l'arbre. On sait bien qu'on doit remettre la nature en ville et replanter au niveau des villes, mais même dans les petits bourgs qui sont pourtant très proches de la campagne, c'est tout aussi important. Et ça a cet sentiment d'attachement qu'il n'y a pas forcément pour un arbre en ville, même s'il y a aussi, mais c'est dans sa globalité. Là, c'est sur un élément fort. On voit beaucoup de petites places de bourgs qui ont un arbre, un bel arbre. Celui-là, si jamais il fallait le couper, on le fera en pleine nuit. Parce que c'est impossible de faire autrement, sinon il y aurait une levée de bouclier. Donc c'est un marqueur du territoire et ça apporte un caractère, une ambiance. Ça participe à l'identité des lieux. Voilà. Je crois qu'on a vu beaucoup d'éléments là dans une courte présentation au niveau de l'arbre.
Malheureusement, donc, Augustin Bonardo n'a pas pu être présent, mais ils ont fait un travail conséquent au niveau du CAUE 77 sur l'arbre, notamment en termes d'outils, de bonnes pratiques, mais aussi de législation et une reconnaissance de l'arbre dans la législation qui semblait intéressant d'apporter ce soir. Et il a aussi eu l'expérience d'une autre petite forêt, donc on a pu recueillir son témoignage et on va vous le montrer là. Donc oui, moi en fait je suis forestier arboriste au CAUE de Seine-et-Marne. Donc mes missions principales, c'est le conseil aux communes. Ça représente plus de la moitié de mon temps. Sinon, je m'occupe des arbres remarquables du département de la Seine-et-Marne. Nous faisons aussi des formations pour le personnel communal, pour les élus. Et puis, il y a deux grandes actions que l'on mène depuis quelques années. C'est l'amélioration de la législation arbre hors forêt et puis le travail sur le barème de l'arbre. Oui, nous travaillons en équipe là, sur tous ces sujets. Alors, on a la chance dans le CAUE de Seine-et-Marne d'avoir 3 paysagistes avec qui on travaille en fonction des sujets avec les spécificités de chacun. Et puis, nous avons aussi un technicien vidéo son avec qui on fait beaucoup de petits films, ce qu'on appelle des arboclips, qui sont sur le site arbrecauE77.fr et qui permettent de montrer aux élus, aux gestionnaires, quels sont les bons gestes, notamment pour la taille des arbres. Donc il y a 14 petits arboclips, et puis nous avons aussi développé des fiches conseils qui sont aussi à la disposition de tous, parce qu'elles sont sur ce site internet. Donc les thèmes abordés, ce sont tous les thèmes qui concernent la gestion des arbres hors forêt, donc de la plantation, de l'entretien, de l'élagage, des soins à apporter aux arbres, et puis aussi quelques informations sur les diagnostics qui peuvent être faits sur les arbres qui sont en fin de vie. Nous travaillons aussi beaucoup sur le conseil concernant la législation, donc il y a des fiches qui permettent de bien savoir comment protéger les arbres contre les abattages et les dégradations, aussi des fiches qui reprennent toute la législation concernant les élagages, et des fiches qui reprennent les informations concernant les plantations aussi, notamment les distances de plantation réglementaires, parce qu'on est très souvent sollicité sur ces sujets. Et donc, on a défini des fiches que l'on essaie d'illustrer au maximum, de façon à ce que tous les usagers puissent s'en servir facilement. Il y a une quinzaine d'années, une sollicitation d'une commune rurale dont les élus souhaitaient que le développement urbain s'arrête à un endroit donné. Donc, ils ont eu l'opportunité de planter une parcelle agricole, mais qui appartenait à la commune, de façon à faire un espace boisé. Alors, c'était une petite parcelle de 2 hectares, et en fait, on a travaillé sur cette parcelle en plantant de façon dense, avec un espacement entre arbres de 1 mètre. Donc c'était assez dense, et on a fait en fait des plantations par petits bosquets en fait de 5 arbres sur 5 arbres, de façon à ce que à terme il puisse y avoir une concurrence entre ces arbres qui sont de la même essence, et ensuite on faisait un petit bosquet différent avec d'autres essences, etc. Et ça c'est une plantation qu'on a fait il y a une quinzaine d'années. Donc c'est intéressant de voir l'évolution des végétaux. On a planté des chênes, des érables, des merisiers, des frênes. Et en fait, c'était intéressant de diversifier les essences, parce qu'il y a certaines essences qui ont été détériorées complètement par une maladie, notamment les frênes, hein, qui ont la canne à rose. Donc tous ces arbres ont disparu. Et il était intéressant justement d'avoir une diversification d'essences. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a 2 ans, on a organisé une démonstration sur cette parcelle, de façon à montrer que les arbres viennent en concurrence. Ils étaient plantés assez serrés, et ils finissent par se gêner les uns les autres. Donc ils vont chercher la lumière dans la partie haute, hein. Donc ça fait des arbres qui sont très élancés, avec peu de branches en bas, mais avec un houppier très garni en haut, et des arbres qui sont relativement fragiles, quoi. Donc avant que ces arbres se brisent, si jamais il y a des gros coups de vent, on a fait une opération qui s'appelle le dépressage, à savoir qu'on a fait une sélection des arbres que l'on allait garder, et puis on a retiré d'autres arbres, de façon à ce que les plus beaux arbres, les plus intéressants puissent se développer, puissent avoir plus de lumière, plus d'eau, etc., et que les autres
soit éliminé. Donc on a fait une démonstration sur ce sujet-là avec le Centre régional de la propriété forestière, parce que c'est des techniques tout à fait connues par les forestiers, et on a réalisé les coupes de façon à ce que les arbres puissent se développer et être assez trapus pour tenir solidement à l'avenir. Parce que ça, c'est un gros problème. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de plantations de micro-forêts qui ont été faites avec des plantations très denses, encore plus denses que celles que je viens de vous exposer. Et en fait, si ces arbres sont laissés entre eux, en pleine ville, comme ça, d'une façon très dense, ça va faire des arbres sous forme de ficelle, quoi, des troncs d'un très petit diamètre sur une hauteur importante, et c'est risque d'être très fragile s'il y a des coups de vent. Et on ne peut pas laisser des arbres comme ça en pleine ville, c'est trop dangereux. Donc il faut absolument que l'homme intervienne pour faire cette sélection. La sélection peut se faire naturellement, ça c'est sûr, mais on aura des arbres très fins, et en effet, il y en a certains qui vont mourir, d'autres qui vont rester, mais il faut absolument que l'homme accompagne ces petits boisements de façon à ce que ces arbres soient assez robustes, trapus, pour résister à des gros coups de vent qu'on peut avoir dans les années à venir. Un autre point qui est intéressant, qui est important, c'est qu'on a travaillé à la cohabitation entre ce lotissement, ce bâti, et le boisement, de façon à ce que les choses se passent le mieux possible entre les habitants et le boisement. Donc on n'a pas collé le boisement au lotissement. On a laissé une bande de prairie de 5 mètres, si ma mémoire est bonne, entre les plantations et le lotissement. Et puis ensuite, on a planté des arbres de façon dégradée, de façon à ce que les petits arbres, les arbres de petit développement, soient près du lotissement. Et puis petit à petit, on est monté sur des arbres de grand développement en forme de pyramide, quoi, pour que les arbres de grand développement, qui font 30 mètres de haut à peu près, soient à 30 mètres des maisons, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème d'ombrage, qu'il n'y ait pas de problème de feuillage qui tombe dans les gouttières, etc. Et puis que surtout, si des grands arbres viennent à tomber, ils ne tombent pas sur les maisons. Donc les plus grands arbres sont à 30 mètres des maisons. En fait, on a fait, comme je vous le disais, cette plantation à côté d'un lotissement récent. Et dans ce lotissement, il y avait une rue qui débouchait sur les champs. Donc, on a eu l'idée de prolonger cette rue par une ouverture dans le boisement, à savoir qu'on n'a pas planté, on a continué à l'allée qui existait. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout. C'est que, en fait, maintenant, c'est un espace qui est agréable. En fait, c'est une allée enherbée bordée de forêts, de boisements de chaque côté qui ont maintenant, je sais pas, 8-10 mètres de haut et donc qui font de l'ombre. Et en fait, les habitants du quartier font leur fête de quartier, leur pique-nique. Dans cette année, c'est très sympathique. Ouais. Alors donc un mail, en fait, c'est des plantations qui étaient faites pour jouer au jeu de maille, à savoir une espèce de croquet, vous voyez, avec des petites battes et puis des balles. Et en fait, autour de ce jeu, il y avait des plantations structurées de façon à former une forme géométrique autour de cet espace ouvert. Donc ça peut être des carrés, des triangles, des rectangles en fonction de l'espace qui appartient à la commune. Et c'est très souvent réalisé dans nos communes sur des places de village, par exemple. Donc la place est entourée par les arbres et puis au milieu, vous avez un espace ouvert qui est enherbé. Intéressant, oui, c'est que mes prédécesseurs ont fait un inventaire des mailles qui ont été plantées par nos prédécesseurs dans les petites communes. Donc, on trouvait que ce schéma était très intéressant parce que ces mailles, souvent en forme de U autour d'une église ou en forme de carré, avaient plusieurs avantages, à savoir qu'ils laissaient une partie centrale ouverte pour les activités des villageois. Ça peut être les brocantes, ça peut être des fêtes de village, etc. Et ça laisse dans la partie extérieure, donc sous les arbres, un espace ombragé qui est intéressant en été. Donc ça, c'est un schéma qui est très, très, très utilisé dans nos campagnes. En effet, le choix des végétaux est hyper important. Notamment, bon, ça a toujours été important, mais avec ces questions de réchauffement climatique, on ne peut plus se tromper, parce que quand on fait une plantation, d'arbres, c'est sur le long terme. On ne peut pas réajuster l'année suivante, comme quand on plante des annuels. Donc, il faut prendre du temps pour bien choisir les végétaux qui conviennent aussi. Planter le bon arbre au bon endroit, ça c'est vraiment très très important. Alors, pour bien faire comprendre cette chose aux personnes qui plantent, on a développé une petite méthode, un petit moyen mnémotechnique qui permet d'oublier aucun critère de sélection, de façon à ce que l'arbre adulte soit vraiment adapté au lieu où l'on plante. Donc cette petite méthode, on l'appelle VQ.
Donc vécu avec un V pour volume de l'arbre adulte, E comme esthétique, C comme climat, U comme usage et S comme sol. Voilà, donc je vais développer chacun de ces points. Volume de l'arbre adulte. En effet, quand on choisit un arbre, on regarde un catalogue de pépinière et on voit des petits arbres qui sont magnifiques, etc. Bon, c'est très bien, mais un jeune arbre que l'on plante peut à terme mesurer 30-40 mètres de haut. L'exemple le plus flagrant, c'est le petit épicéa que l'on a acheté pour Noël en motte, et puis on se dit on va le replanter, on le plante devant la maison, et puis 30 ans après, on s'aperçoit qu'il est quand même très grand et qu'il pose plein de problèmes. Donc, il faut absolument penser au développement de l'arbre adulte, à la fois de sa partie aérienne, mais aussi de sa partie souterraine. Les racines peuvent aller aussi très loin et poser des problèmes aux constructions, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut planter des arbres petits partout pour ne pas avoir de problème, bien au contraire. Il faut planter des arbres petits quand on n'a pas de place, et puis des arbres de grand développement quand on a de la place. Ensuite, le E de esthétique. Donc ça, c'est souvent la porte d'entrée quand on fait des choix, notamment pour les personnes qui plantent dans leur jardin. Elles regardent un catalogue. Souvent, les gens aiment bien les arbres fleuris, donc des feuilles intéressantes en automne. Il y a les écorces qui peuvent être un petit peu extraordinaires aussi. Vous avez les formes d'arbres qui peuvent être érigées, qui peuvent être pleureux. Vous avez la floraison sur certains arbres, oui, comme je l'ai dit. Et puis les graines aussi qui peuvent être amusantes, intéressantes, ou les fruits qui peuvent être intéressants aussi. Donc tout ça, c'est des critères esthétiques qui sont à prendre en compte, mais c'est pas les seuls, parce que si les autres critères sont pas pris en compte, l'arbre sera pas en forme et il sera pas beau. Voilà. Ensuite, le climat. Donc ça, c'est hyper important. On est en plein dedans en ce moment. On essaie de trouver des végétaux qui vont être adaptés à des périodes de sécheresse, à des périodes de chaleur intense. Donc là, c'est très difficile parce qu'on plante aujourd'hui, mais c'est nos petits-enfants qui vont voir le résultat. C'est pas immédiat. D'où l'idée de diversifier au maximum, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Car si on se trompe, eh bien, on aura au moins dans la diversité d'arbres qu'on aura mis quelques-uns qui vont résister. Donc ça, c'est très important. Adapter les arbres aux usages, le U de la méthode vécue, ça aussi c'est très important. Il n'y a pas de bons arbres et de mauvais arbres. Souvent on nous dit donnez-nous les listes d'arbres qui passent partout, mais non, ça n'existe pas. C'est justement nos métiers de paysagistes, d'arboristes, de faire des sélections pour trouver des arbres qui sont adaptés aux usages. Par exemple, les fruitiers, c'est très intéressant d'avoir des arbres fruitiers, mais il ne faut pas que les fruits tombent sur un revêtement de sol tel que du béton ou du bitume, parce qu'ensuite ils sont écrasés, et puis la pulpe va rentrer dans les maisons, sous les chaussures, etc. Donc c'est pas l'idéal. Par contre, dans des prairies, c'est tout à fait adapté. Des arbres à épines, c'est pareil, ça peut être intéressant pour faire des zones infranchissables. Par contre, ça peut poser des problèmes si on plante ça dans une cour d'école. Pour en revenir aux fruits aussi, il y a des fruits toxiques, comme par exemple le plus connu, c'est les baies des ifs, qui sont dont la graine est vraiment mortelle, donc on ne peut pas planter ça dans une cour d'école. Par contre, ça ne pose aucun problème dans une zone plus reculée. Les arbres qui font plus d'ombrage, etc. Il y a des arbres qui drageonnent, il faut savoir que les racines donnent des nouveaux plants, donc ça peut être intéressant. Si on veut coloniser une zone, maintenir des talus, etc., c'est parfait. Par contre, si vous avez un vêtement de sol qui est soulevé par ses racines, ça pose plus de problème. Donc il y a plein de particularités, chacun a ses particularités, et le tout c'est, nous, connaisseurs, de trouver la particularité qui convient mieux à l'aménagement qu'on fait. Et puis le sol, très important aussi, essayer dans la mesure du possible, quand le sol n'est pas trop anthropisé, à savoir remanié par l'homme, il est intéressant d'avoir des végétaux qui sont adaptés au sol. Donc on a des sols qui sont acides, des sols qui sont basiques, le calcaire, ou des sols qui sont neutres. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a des arbres qui détestent le calcaire, mais par contre qui sont adaptés au sol acide, donc ça, c'est à prendre en compte. Et vice-versa. Et puis l'alimentation en eau. Il y a des arbres qui sont champions pour rester les pieds dans l'eau, même le croupi, etc., ils savent faire. Et d'autres qui sont pas du tout adaptés à ça et qui meurent tout de suite. Et par contre, il y en a qui sont adaptés à la sécheresse, etc. Donc chaque arbre a sa particularité, il faut qu'on les connaisse. Et il faut, à partir des contraintes qu'on a sur le site, trouver avec cette méthode les arbres qui conviennent le mieux. Alors maintenant, les choses ont évolué, c'est très bien. Avant, on prenait un tas de catalogues de pépiniéristes et on les tournait dans tous les sens pour trouver l'arbre qui convenait le mieux. Maintenant, il y a des bases de données qui permettent de faire ça. Vous indiquez sur ces bases de données tous les critères que je viens de vous donner, et la base de données vous donne la liste des végétaux qui conviennent. Donc la plus
connue, c'est celle qui s'appelle Floriscope, qui a été développée par Plantes et Cités. C'est d'un usage gratuit, donc vous pouvez l'utiliser. Donc vous mettez tous vos critères, volume, par exemple, arbre de moins de 10 mètres, esthétique fleur rose, par exemple, climat, vous avez des zones climatiques, vous cliquez sur la bonne zone, usage, je ne sais pas quoi, sol acide, et hop, l'application vous donne la liste de tous les végétaux, avec des photos, un descriptif. Donc ça, c'est très bien, parce que vous pouvez, à partir de là, montrer aux élus, ou montrer aux riverains ce que vous pouvez planter, qui techniquement conviennent, et puis après, les gens peuvent faire leur choix. Donc ça peut permettre d'impliquer la population sur ces sujets. Alors, il existe un système aussi que l'on a élaboré avec deux associations, une qui s'appelle Plantes et Cités et l'autre qui s'appelle Copalm. C'est ce qu'on appelle le barème de l'arbre. Donc, ce barème de l'arbre, il permet de donner une valeur financière aux arbres. Quand vous plantez, vous connaissez le prix de l'arbre que vous achetez en pépinière, vous connaissez le prix des plantations, donc pas compliqué. Par contre, plusieurs décennies après, plusieurs centaines d'années après, l'arbre s'est développé, il est devenu grand, il apporte plein de bénéfices, mais on ne sait pas quels sont ces bénéfices, enfin on ne sait pas les chiffrer. Donc l'idée c'était de faire un système que l'on utilise sur Internet de façon facile et gratuite. En tapant barèmedelarbre.fr, vous avez une application qui permet de donner une valeur financière à l'arbre. Ça s'appelle la valeur intégrale estimée, VIE. Et en fait, vous allez sur cette application, vous saisissez des données, notamment le nom de l'arbre, sa circonférence, le lieu où il est, et puis ensuite, l'application vous pose des questions sur l'intérêt écologique de l'arbre, sur sa santé, sur sa résistance mécanique, sur sa protection dans le PLU, etc. Et à terme, il vous donne une valeur en euros. L'arbre vaut 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, voilà. Donc ça permet de connaître la valeur. Et ensuite, à partir du moment où cette application est adoptée par une délibération du conseil municipal, vous pouvez l'intégrer dans les cahiers des charges des travaux en disant, attention, vous avez par exemple un concessionnaire qui veut faire une tranchée pour faire passer des réseaux, vous pouvez lui dire, attention, cet arbre est protégé avec le barème de l'arbre. Si vous coupez des racines, ça va vous coûter tant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le barème d'estimation des dégâts. Donc ce barème d'estimation des dégâts, il est associé à la valeur intégrale de l'arbre et il donne un pourcentage de dégâts. Donc il vous dit, par exemple, si vous coupez la moitié des branches, eh ben, l'arbre sera dégradé à 80%. Donc ça, c'est avant tout un moyen de prévention qui permet d'éviter justement que les arbres soient éclairés. Ça a été fait dans ce sens-là, plus pour la prévention que pour la répression. Mais ça peut être utilisé aussi pour la répression. Si par exemple un arbre, des grosses branches sont arrachées par un camion ou par un outil, un engin de chantier, en fait, l'on peut, à partir du moment où le barème de l'arbre est adopté par la commune, on peut demander aux assureurs le montant qui a été défini par le barème de l'arbre. On a réuni un groupe de travail avec 40 personnes, donc des juristes, des urbanistes, des inspecteurs des sites, des architectes des bâtiments de France, des arboristes, bon, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'arbre, pour analyser justement ces 60 textes qui existent. Et donc on a repris chaque texte et on a pour chacun vu s'il était intéressant à maintenir, s'il était amélioré, s'il était complètement obsolète et à retirer. Et à partir de là, on a fait des propositions, on est en train de faire des propositions aux législateurs pour leur dire quelle serait une loi arbre-forêt idéale qui permettrait de mieux protéger les arbres, qui permettrait de mieux connaître d'harmoniser les distances de plantation, etc., de façon à ce que la loi soit plus simple, plus compréhensible et regroupée dans le code de l'environnement, de façon à ce que les usagers puissent l'utiliser facilement, de façon à ce que les juristes et les instances judiciaires puissent aussi mieux comprendre, parce que pour l'instant c'est un peu un fouillis, on ne sait pas bien, on connaît mal les textes et donc on les applique mal et parfois il y en a certains qui sont carrément mutilants pour l'arbre. On a le fameux article 673 du Code civil par exemple qui permet à un voisin d'imposer au propriétaire d'un arbre de couper toutes les branches qui sont au-delà de la limite de propriété. Et ce voisin peut aussi, sans demander au propriétaire, couper toutes les racines qui dépassent sur son espace. Donc ça c'était fait à l'époque lors de la rédaction, donc sous Napoléon,
pour protéger la propriété individuelle, mais on n'avait pas du tout cette considération de l'environnement qu'on a actuellement. Et en fait, qu'il s'agisse d'un arbre remarquable, le plus bel arbre du département de la Mayenne, ou un arbre commun, pourrait être complètement coupé en deux à cause de ce texte. Donc on veut que les arbres protégés, au moins, puissent être soustraits de cet article qui est très mutilant. Alors j'espère qu'on ne vous a pas tous endormis, c'est vrai que son propos était riche, il y avait beaucoup d'éléments, donc on s'est dit que c'était quand même dommage de pas... On a coupé beaucoup, hein, mais on a essayé de garder l'essentiel pour que vous ayez des outils, etc. Voilà, vous pouvez voir aussi que bien sûr toute la soirée actuellement est mise en vidéo par ici. Et donc du coup, elle sera mise sur le site, la chaîne YouTube du CAUE. Donc si vous voulez retrouver toutes ces informations-là et tous ces outils, vous pourrez les retrouver facilement sur la chaîne. Voilà. Maintenant qu'on en est là, eh bien, on a quand même des personnes qui attendent auprès de l'écran. Voilà, qu'on vous a introduit. Voilà. Donc du coup, nous avons Laurent. Alors, j'ai choisi des titres pour essayer de vous introduire. Vous me direz si ça convient ou pas. Mais voilà, donc pour Maud, c'est plus les acteurs qui se mobilisent et travailler avec les collectivités pour préserver les arbres. Donc l'idée, c'est un peu de présenter chacun d'abord quel travail vous faites et en quoi ça en vient avec les arbres. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Maud Laurent, je suis animatrice à l'association Synergie. Et dans l'association Synergie, on a un projet qui s'appelle le réseau des collectivités. Donc comme son nom l'indique, c'est un réseau d'échange pour les collectivités mayennaises, pour les communes dont fait partie Montflour, par exemple. Et l'idée, c'est de faire des échanges entre pairs, que les élus parlent aux élus, un peu comme ce soir, ou que les agents parlent pour les agents. Et dans ce cadre-là, en fait, on a créé un projet. L'association Synergie, on travaille sur les questions économie de l'énergie, maîtrise de l'énergie, développement durable, et on s'adresse à différents publics, les particuliers, les scolaires, les entreprises, et aussi les collectivités. Et donc, dans le cadre du réseau des collectivités, on a travaillé doucement il y a presque 2 ans maintenant, même 3, avec une sensation, comme on est en échange régulier avec les élus et nos adhérents, on voyait bien qu'il se passait quelque chose autour de l'arbre, que c'est un sujet, c'est presque comme au moins deux thématiques moi, sur lesquelles j'ai pu travailler précédemment. C'est comme les personnes âgées ou la mobilité, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à raconter et il y a toujours quelque chose qui est lié à l'affect. Et donc on a l'habitude d'organiser des rencontres régulières dans le cadre du réseau des collectivités, exactement comme ce soir, et on prend une thématique une fois de temps en temps. Et là sur l'arbre, il y avait quelque chose de beaucoup plus riche et faire rentrer ça en 2h30 une seule fois, ça passait pas. Et donc du coup, on a, par les échanges partenariaux, j'ai testé cette idée-là auprès de différents partenaires, et notamment le département qui m'a aidé techniquement là-dessus, et qui m'a amené à comprendre l'écosystème, qui sont les acteurs, qui fait déjà quoi pour pas refaire quelque chose qui existerait déjà. Et on en est arrivé à imaginer un cycle de rencontres, de 10 rencontres sur la question de la gestion du patrimoine arboré des communes. Et l'idée, c'était d'aborder tous ces sujets qui questionnent les élus, ou qui amènent une histoire, où j'avais connaissance d'exemples de communes mayennaises qui avaient fait des projets exemplaires et que j'avais très envie de les garder sous le coude en disant, alors quand j'aurai l'occasion, cette commune-là, je la mettrai en avant parce qu'elle a une histoire et un parcours très intéressant à faire partager à ses pairs. Et donc dans ce contexte-là, voilà, on a développé et j'ai travaillé à ce sujet-là. Et puis une très belle opportunité s'est présentée à nous. Novembre, alors faut pas que je me trompe la donnée, 2022, il y a eu une émission de France Télévisions qui s'appelait Aux arbres citoyens, que vous avez peut-être regardé, le premier téléthon, une forme de téléthon pour les arbres. Et donc c'était co-organisé par France Télévisions et France Nature Environnement. Et par chance, par bonheur, cette émission a permis de récolter 1 800 000 €. Super. Et France Nature Environnement était surpris, ils avaient visé 500 000 € et ils ont dépassé les espérances. Et dans ce cadre-là, ils ont discuté avec France Télévisions et lancé un appel à projet en proposant à des structures de France Nature Environnement et à l'extérieur de proposer des projets sur différents axes. Et nous, on a candidaté. Et puis, on a eu la chance d'être lauréat, donc on fait partie des 39 lauréats nationaux. Donc, il y a différents types de projets. Une chaîne YouTube qui existe pour présenter les 39 projets sélectionnés en France et dans les dom-toms.
Et donc voilà, donc on est chanceux, j'ai l'opportunité de vous en parler un petit peu ce soir. Ce projet il part aussi de l'idée de dire d'un diagnostic qui a été fait aussi par le département il y a, je crois que c'est 2015, sur l'adaptation au changement climatique. Et moi cette étude elle m'avait vraiment interpellée parce que pour permettre l'adaptation au changement climatique de la Mayenne, il y avait une solution première qui ressortait et puis qui était hyper simple. Il faut planter des arbres et ça solutionne beaucoup de choses sur le bien-être, sur le tourisme, sur l'activité agricole, enfin, tout ce que tu as pu évoquer Mathilde précédemment. Et je trouvais ça génial de dire sur des choses très compliquées comme l'adaptation au changement climatique, finalement les arbres sont une super solution à notre portée de main. Tu l'as très bien dit, c'est dans notre paysage. Voilà, le travail autour du réseau des collectivités sur mettre en relation, partager des expériences, ça s'y prêtait bien. Et donc du coup, on est parti de ce principe-là, de prendre ces sujets qui questionnaient ce prétexte de l'art pour organiser donc un cycle de 10 rencontres qui est lancé depuis un an maintenant. Et donc il va s'écouler jusqu'à 2026. Et donc on a identifié 10 thématiques. Des premières rencontres ont déjà eu lieu. Arbre des villes, arbre des champs, la question du végétal dans les cours d'école ou cours d'accueil de loisirs. Il y a l'idée de travailler la question, on a déjà travaillé la question comme l'arbre comme outil de santé-environnement, c'est une thématique que vous avez commencé peut-être à voir, notamment les élus, la question de la santé environnementale, ou l'urbanisme favorable à la santé. Du coup, l'arbre est aussi un prétexte, on parlait particules fines sur la qualité de l'air. On a travaillé aussi la question des arbres nourriciers là au printemps, et puis d'autres sont à venir sur la question du bocage, sur la question, alors je reprends ma cruche parce que là je ne vais pas tout m'en rappeler, un réservoir de biodiversité. On voudrait apporter la question de l'arbre dans le bâti, structure ossature bois, mais aussi le bois d'œuvre. Il y a cette volonté de faire émerger une filière en Mayenne, et donc du coup c'est l'occasion de réunir des personnes pour évoquer ces sujets-là. L'arbre est aussi un outil de captation carbone. Il y a aussi la question de... maintenant on va avoir plein d'arbres, c'est super, mais il va falloir les entretenir, les tailler, les maîtriser pour justement s'adapter à la vie globale humaine et aussi la faune et la flore. Et donc du coup il faut prendre en compte tout ça. Du coup ça fait des déchets à gérer pour les communes et des déchetteries qui sont débordées. Et donc du coup comment on peut aussi améliorer ces pratiques. Et donc du coup je me retrouve aussi très bien dans les propos de la personne présente, je ne voudrais pas écorcher son nom de famille, donc je ne vais pas le prononcer. Donc du coup, voilà, il y a des sujets comme ça. Quelles sont les pratiques des collectivités? Comment on peut améliorer, faire avancer des idées? Et donc du coup, on avait notamment proposé à Montfort de venir présenter à la première rencontre justement ce projet-là de la microforêt. L'idée, c'est d'encourager, d'impulser, de donner envie, d'avoir des retours d'expérience pour s'encourager et justement développer la présence de l'arbre dans la ville, en prenant en compte toutes les recommandations aussi. Et puis on voit bien déjà avec 4 rencontres que finalement il y a j'ai tout le temps à peu près les mêmes questions qui ressortent, peu importe la porte d'entrée, j'ai quand même des questions en socle commun de questions sur quelle plante, comment on plante, ce qu'il a dit, comment on plante, qu'est-ce qu'on plante, comment on prend en compte le changement climatique, comment on fait avec les habitants. Et donc tout ça c'est l'idée de pouvoir d'évoquer tout ça dans ce cycle de rencontre. Ah si, je vais juste rajouter, parce que je devais le dire aussi, je crois, très vite. On travaille avec plein de partenaires et c'est ça qui rend aussi possible le travail du réseau des collectivités. Et on a la chance en Mayenne d'avoir plein d'acteurs qui travaillent sur l'arbre, notamment le département qui organise l'Assemblée du bocage avec d'autres dispositifs comme l'Observatoire du bocage, le dispositif d'ingénierie territoriale. Je vois qu'il y a des personnes qui sont présentes et qui pourront en parler sûrement mieux que moi. Il y a aussi un contrat, donc ça c'est plutôt le côté on plante, mais après une fois on a des communes qui ont 30 ans, 20 ans d'exploitation et donc du coup qui ont des chaufferies bois. Donc du coup on a aussi des structures et on peut accompagner l'installation, l'utiliser comme énergie renouvelable pour les communes. Et donc on a aussi un autre dispositif qui est le contrat chaleur thermique renouvelable. Et c'est aussi à chaque fois l'organisation de plein d'acteurs, on a la chance ça discute en Mayenne. Donc si vous me sollicitez sur des questions sur le bois, je vais vous renvoyer vers plein de noms, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais par contre je sais qui travaille dessus et c'est mon rôle de pouvoir vous relayer là-dessus. Et donc du coup vous avez plein d'interlocuteurs, vous avez aussi des techniciens dans vos collectivités, des techniciens bocage, il y a plusieurs comités de communes qui sont dotés de techniciens bocage. Il y a le plan bocage de la Chambre d'agriculture, la FDQMA qui nous fait des notes d'opportunité gratuites. Je redis, c'est gratuit. Posez-vous les questions, parce que c'est gratuit, on va vous aider à vous poser vos questions. Et dans certaines collectivités, je le rappelle, vous avez des conseillers en énergie partagée
et qui vous aident autant pour le chauffage, on va dire, que quand on a un bâtiment à rénover, ils sont là pour vous aider à réfléchir. Et donc du coup, c'est l'occasion aussi d'utiliser le bois dans le bâti aussi. Voilà. Je pourrais vous donner une liste de noms très très longue, mais c'est les principaux interlocuteurs. Et on travaille ensemble, donc en gros, si vous nous contactez, on se redit entre nous, moi j'ai eu un tel au téléphone et telle commune va peut-être t'appeler pour pouvoir faire avancer ta question. Et c'est, je crois, une grande chance pour travailler avec d'autres réseaux à l'extérieur. C'est vraiment une richesse mayonnaise d'avoir cette capacité au dialogue et d'avoir aussi des instances où on peut travailler dans le respect des compétences de chacun, et c'est chouette. Donc je remercie ces instances aussi, ces partenaires. Je m'arrête là, donc je peux répondre à des questions si besoin. Super. Alors, on va continuer sur le tour, non pas de table, mais du banc. Ah oui. Eh ben oui, c'est déjà passé. Donc allons-y. Voilà. Alors, j'ai choisi aussi le titre. Voilà. J'ai mis vision de conceptrice, l'arbre dans les projets et dans les documents de planification. Je ne sais pas si ça correspond. Oui, alors comme ça, là. Allons-y. Allons-y. Non, mais peut-être juste parce que c'est nous ce qu'on rencontre dans nos métiers. Donc, moi, je suis architecte paysagiste, donc je travaille que dans le cadre de commandes publiques. Pour des collectivités voilà, qui font soit des parties études, soit des projets de maîtrise d'œuvre, etc. Moi j'ai quand même un discours assez positif sur ce qui se passe depuis quelques années, c'est-à-dire que la question de la désimperméabilisation qui est très liée à la question de l'arbre en réalité. Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être qu'on peut approfondir un petit peu cette notion, mais d'abord il y a du financement pour ça, parce que les élus c'est toujours à la recherche de financement. Et puis ça met l'arbre dans un système qui est important, c'est-à-dire celui du sol, celui de l'eau et celui de la végétation. C'est-à-dire que penser l'arbre tout seul, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est un enjeu qui est hyper important sur, on va dire, plutôt les cœurs de bourg. Là, on a visité, je ne vais pas dire un projet facile, mais on fait une forêt sur un terrain qui n'est pas un terrain urbain. Et d'ailleurs avec des méthodes urbaines, donc ça pourrait poser question, on pourrait débattre un petit peu de ça. Pourquoi mettre des méthodes urbaines sur un terrain? Bon, on aurait pu imaginer d'autres process. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui la question du changement climatique, bon, îlot de chaleur, oui. Mais il y a aussi toute la question de l'infiltration, et notamment avec le changement assez radical, qui s'accélère énormément, de régimes pluvieux. Enfin voilà, on se retrouve avec quand même des régimes pluvieux presque méditerranéens qui commencent à arriver. Le crachin breton, je suis aussi paysagiste conseil de l'État dans les Côtes d'Armor, tout le monde dit ça n'existe plus en fait. Enfin, en quelques années ça a disparu. Donc qui dit augmentation de ces précipitations non habituelles sous ces climats-là. J'ai habité 18 ans à Marseille et œuvré en Méditerranée, donc j'ai aussi cette lecture-là climatique entre la différence nord-sud. Dit des effets d'inondation. En Mayenne aussi, j'ai travaillé sur la commune de Mélède-Humaine, des inondations tout à fait exceptionnelles qui n'avaient jamais été vues, liées à ces précipitations vraiment torrentielles. Et donc voilà, toute la question de l'arbre, moi j'aurais envie d'élargir voilà, ce qu'on appelle l'îlot de chaleur. Bon certes l'arbre, lui, il a une capacité par rapport à son évapotranspiration, mais aussi par rapport à l'ombre qu'il porte, qui est hyper efficace. Donc c'est un outil entre guillemets d'aménagement dans les espaces urbanisés et imperméables qui est d'une très grande efficacité, visuelle aussi, c'est-à-dire quand on transforme une place qui est un parking, en général les places sont devenues des parkings et aujourd'hui redeviennent des places, on est un peu dans ce processus-là. C'est pour ça que moi j'ai envie de dire soyons positifs parce que ça bouge quand même de ce côté-là, c'est lent mais ça bouge. L'arbre a une efficacité visuelle pour occuper un espace que ne peut pas avoir une strate arbustive ou de vivace. Voilà. On a tout de suite une canopée qui va se former assez rapidement et une occupation de l'espace qui va être complètement différente. Donc voilà, moi j'aurais envie de dire ça. Alors ça c'est vraiment sur le côté des impairs. Je le dis aussi parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est sur un État qui finance, qui a fait pas mal de recul dernièrement sur certains objectifs environnementaux, il faut le dire, écologiques, etc. Mais qui a quand même des dispositifs tels que le Fonds vert, et puis il y a aussi l'Agence de l'eau qui finance énormément ça. Finalement, dont les élus, moi je le constate en tant que professionnel, ne s'emparent peu. Et donc planter des arbres, en plus c'est pas cher. C'est vraiment, quand on parle de projet urbain,
même dans un projet de grande envergure, je ne sais pas, une requalification, par exemple ce qui se fait à Laval sur la place, c'est le volet, si vous voulez, vraiment plantation, c'est ridicule en termes de budget par rapport au budget global d'un aménagement. Et surtout, aujourd'hui, on est vraiment dans un processus, nous en tout cas professionnel, et c'est des choses aussi, les élus commencent à avancer là-dessus, on est plutôt dans une logique de déconstruire et de pas trop aménager. C'est-à-dire de plutôt enlever, de l'enrober. Là, j'ai vu qu'il y a, je pense qu'il y a des trottoirs, vous avez enlevé l'enrobé, je sais pas. Ils sont traités avec un revêtement. On sait que l'enrobé, c'est terrible parce que c'est un effet de surchauffe énorme, avec notamment une restitution nocturne dans les épisodes de canicule qui est assez phénoménale. Et puis esthétiquement, ça a une connotation routière quand même. Enfin, c'est la route quoi qu'on fait en enrobé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt à la fois par rapport à la question des ressources aussi, utiliser moins de matériaux, être moins consommateur dans l'aménagement de l'empreinte carbone, hein, tout simplement. Donc on est plutôt dans la déconstruction, c'est-à-dire qu'on a beaucoup imperméabilisé, on sort, on va dire, toute la moitié du XXe siècle, ça a été voilà, de l'urbanisme d'opportunité, avec, voilà, on met un cube, on met un parking devant, ça s'est fabriqué comme ça, et c'est dans toutes les régions, hein, il n'y a pas de spécificité. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un processus, un changement de paradigme sur le fait qu'on inverse complètement le regard, y compris en tant que concepteur, c'est-à-dire... bon, après, il y a plusieurs familles de concepteurs. Tout le monde, enfin, on est très divers aussi dans nos métiers. Mais en tout cas, il y a quand même un grand mouvement sur le fait qu'on va essayer plutôt d'enlever les choses, de replanter, de retrouver du sol. Et que voilà, c'est là-dessus qu'il faut miser parce que les choses vont... le changement est effectivement extrêmement rapide et un arbre, ça met un peu de temps à pousser aussi. Voilà, je sais pas. On est bien. Alors je vais laisser les questions et les interactions pour la fin. Pour l'instant, c'est chacun qui se présente, mais il ne faudra pas hésiter. Et donc on accueille aussi ce soir Bertrand Ramon. Le titre que j'ai choisi, c'est le récit de l'arbre. Voilà, un élément identitaire. Ça correspond pas mal. Alors moi, donc, je suis nouvel arrivant en Mayenne. Et mon expérience professionnelle, j'ai été formateur assez longtemps dans des lycées agricoles et c'est comme ça que cette idée, ce goût m'est venu. J'organise des balades botaniques pour des groupes et donc au cours de ces balades, généralement ça dure 2 heures et on se promène et je parle des plantes qu'on voit, alors des herbes jusqu'aux arbres. Je ne suis pas tellement sur des projets de plantation, c'est plutôt sur ce qui est des choses existantes naturellement. Voilà, ma motivation, c'est de faire découvrir aux gens les beautés, la richesse de la nature qui les entoure. Hein, que la nature en Mayenne, en France, est aussi très très intéressante. Il y a des choses magnifiques en Afrique, en Thaïlande, en Amérique, tout ça, mais ici, à côté de chez nous, il y a des choses très intéressantes à regarder. Et je me dis que si j'arrive à éveiller comme ça un intérêt chez les gens, ça va créer leur donner de la valeur à leurs yeux à ces plantes. Est-ce qu'ils vont voir ce qui a de la valeur? Et bien du coup on a envie de c'est une richesse, on a envie de le protéger. Et du coup, on s'y intéresse, tout ça, est-ce qu'on va protéger? Ça sera l'inverse, on ne va plus avoir cette idée de détruire ça. Voilà, c'est un peu ça ma motivation. Et donc moi dans mes balades, bien sûr je parle des plantes, alors je dis les noms scientifiques parce que ça c'est ce qui intéresse les gens, ça a toujours un côté rassurant, je dis tiens lui connaît son métier, tout ça. Mais j'aime aussi raconter beaucoup d'anecdotes parce que c'est ça finalement qui marque les gens. Voilà, alors je fais des petites, justement aujourd'hui j'avais une phrase de Paul Valéry, un arbre c'est du temps visible. Voilà, je trouve que ça c'est bien, c'est tout simple. Et puis, si on a parlé beaucoup de jeunes arbres de plantation, à l'autre bout du cycle de vie de l'arbre, un arbre adulte, c'est important, vous l'avez signalé, mais un arbre mort, c'est pareil, c'est très très important. Et les deux choses qui m'ont vraiment marqué, que j'ai apprécié dans le paysage mayennais en arrivant, c'est quand même la présence du bocage, beaucoup plus importante que dans le Nord, la région d'où je viens. Alors même si les gens m'ont dit oh là là, il n'y a plus rien par rapport à avant, je trouve que c'est quand même, vous avez encore beaucoup de chance, c'est quand même bien préservé. Donc ça, je trouvais que ça c'était vraiment le premier bon point du paysage mayennais.
Et puis, et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en Mayenne, je vois encore beaucoup d'arbres morts qui restent sur pied. Nous, dans le Nord, les élus, dès qu'il y a un arbre qui a 30 ans, il faut le couper parce qu'il va être vieux et risque de tomber. Et ici, c'est extraordinaire, les arbres morts restent sur place. Et donc, l'intérêt de ces arbres morts, c'est qu'un arbre mort, ça abrite autant de vie qu'un arbre vivant. Selon les espèces, il y a tout un cortège d'espèces animales ou végétales qui sont associés à l'arbre. Des végétaux, vous avez vu sur, par exemple, un grand chêne, des lichens, des fougères, des choses comme ça. Et il y a aussi plein d'animaux. Alors la première idée qu'on a, c'est des oiseaux, des écureuils, des choses comme ça, des insectes, il y en a plein. Mais une fois que cet arbre est mort, il commence à se décomposer, tout ça, il y a des champignons qui vont s'installer. Et donc il y a autant de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Je voulais vous féliciter pour ce maintien des arbres morts en place. Allons-y. Continuons donc avec notre dernier invité, M. Jean-Claude Corbeil, donc qui est maire de La Roche-Neuville, sur lequel s'est produit un projet qui a ma foi détonné puisqu'il a même reçu un prix. Voilà, l'espace de loisirs de la Mare, sur lequel on a, mais pas que, de très beaux arbres qui ont été conservés lors du projet. Donc on s'est dit qu'un retour d'expérience, c'est ce que j'ai mis comme ça. Je vais refaire un peu la genèse vite fait. Juste 2 mots sur la relation que nous avons avec le CAUE, puisque alors je pensais l'arbre remarquable du village, ça m'a fait penser, on a un magnifique chêne, parce que La Roche-Neuville c'est la fusion de 2 communes, Loigné-sur-Mayenne et Saint-Sulpice. Donc le parc il est à Loigné, et on a un magnifique chêne juste à côté de la mairie. Et je me souviens, il y a peut-être 40 ans, j'étais secrétaire du club de football. Il était question d'allonger le terrain de football, mais on avait un problème, c'est qu'il aurait fallu faire disparaître ce magnifique chêne. Donc il y a eu débat, et les élus, je pense, de l'époque, moi j'étais pas encore au conseil municipal, ça fait 35 ans que je suis, mais j'étais pas encore, et les élus étaient prêts à enlever le chêne et à allonger le terrain de foot. Et c'est les dirigeants du club de foot qui ont dit oh, c'est stupide, il est magnifique, ça va défigurer le village. Et donc il est toujours en place et on en prend soin de cet arbre parce que c'est vraiment une identité. Alors le CAUE, nous ça fait 25 ans que nous sommes en relation avec le CAUE. Pour ceux qui connaissent Loigny-sur-Mayenne ou qui auront l'occasion d'y passer, c'est la résultante du CAUE. C'est-à-dire que le maire de l'époque, ça fait 25 ans à peu près, a contacté le CAUE. J'étais son premier adjoint, on a fait le tour du village pendant 2 heures avec M. Deveau qui était au CAUE à l'époque. À l'époque c'était M. Jacouteau qui était le directeur. Et donc au bout de 2 heures, il a commencé à prendre un crayon, je raconte toujours cette anecdote, et puis il a dit bon je vous laisse parce que je vais y passer la journée, je rentre au bureau, mais on ne savait pas si on allait raser le presbytère parce qu'il était très fragile et c'est là qu'on y a fait notre mairie. On avait plein de projets dans la tête, mais le maire venait d'être élu, nouveau maire, et donc ensuite le CAUE nous a fait une proposition, des propositions, on a eu un fil rouge. Je ne peux pas dire qu'on a respecté scrupuleusement ce qui nous a été présenté, mais pas loin quand même, et on a mis 20 ans à réaliser ce projet. Et le parc en fait partie. Alors le parc, il y a eu l'opportunité, une ferme dans le bourg qui disparaissait, des Anglais qui avaient acheté le corps de terre, et il y avait une prairie à peine 2 hectares avec une mare. Et le maire de l'époque dit il faudrait bien qu'on aille les voir parce que comme ils achètent, nous on pourrait peut-être acheter ça. On ne sait pas ce qu'on en fera, mais en tout cas il est au cœur du village. On n'a pas les moyens non plus de faire quoi que ce soit, mais s'ils sont d'accord, on va l'acheter. Donc on s'est mis d'accord, on l'a acheté, ils ont laissé leurs chevaux dessus pendant 15 ans pratiquement, et puis on n'y a rien fait parce qu'on avait d'autres priorités, construction d'école aussi. Et on a créé un conseil municipal des enfants quand je suis passé maire. Et là, c'est les enfants qui nous ont alertés en disant oh, c'est sympa, il y a un petit chemin creux qui passe, il y a un ruisseau, ce terrain est bordé par un chemin creux et un ruisseau.
On pourrait faire une liaison, on pourrait faire un parcours santé. Alors ça c'était voilà, l'idée de départ. Et puis ça nous permettait de relier à pied ou à vélo la départementale 1 avec la départementale 609. Donc ils ont organisé un dimanche matin un petit parcours, les enfants. Et puis nous on les a beaucoup écoutés. Et puis là ça a commencé à germer. On s'est dit, ce terrain-là, il faut qu'on en fasse quelque chose. Alors après on a commencé à prendre des contacts, à nouveau avec le CAUE. Et il s'avère qu'on a une bonne moitié du terrain qui est en zone humide. Donc, zone humide, ah oui, tout de suite, c'est une contrainte. On s'est dit, c'est une contrainte. Alors, quand on n'a pas la connaissance, pour nous, c'est une contrainte. On ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Puis, on avait un petit bâtiment. Au même moment, on a créé une salle des associations qui donnait aussi sur ce terrain-là. Et on y a mis du photovoltaïque pour faire de l'autoconsommation sur nos deux salles. On y a mis une borne de rechargement électrique. On a mis le boulanger, quand son magasin il est fermé, il a mis une distributrice de baguettes. Tout ça fonctionne en pleine autonomie sans que ça ne nous coûte rien. Au contraire, on a mis une recette d'énergie. Et puis, le CAUE nous a fait des propositions. On a créé une commission d'élus, aussi un peu élargie. Puis, bref, les propositions, il y avait des discussions, il y avait des avis très partagés. Et le paysagiste du CAUE, moi je me souviens très bien, ce soir-là j'étais présent, j'ai dû partir plus tôt, et il nous dit, j'ai l'impression que ce que je vous propose, vous accrochez plus ou moins. Et il y a quelque chose qui vient de se créer à Louvernay, c'est la coulée verte de Louvernay, pour ceux qui la connaissent, et vous devriez aller voir. Il s'avère qu'une demi-heure après, j'étais au Stade Lavallois à côté du maire de Louvernay que je connaissais par ailleurs. Et je lui ai dit, quand est-ce qu'on peut aller te voir? Parce qu'il faut qu'on aille voir ta réalisation. Pour ça, on s'enrichit toujours les uns des autres. Et donc, on est allé voir. Et le cabinet West Ham, avec Virginie Debos qui avait travaillé là-bas, on l'a rencontré aussi sur place. On a eu plusieurs rencontres. Et finalement, elle nous a présenté un projet qui nous convenait bien. Donc on s'est beaucoup inspiré, sauf qu'à notre échelle, puisque nous on avait 1,8 hectare, quoi, alors qu'eux ils ont je ne sais combien d'hectares. Donc on l'a fait à notre échelle. On avait une mare, donc on a enlevé la base, il y a beaucoup de bases, donc on a enlevé la base, mais on l'a laissée sur place, elle a été réutilisée sur place. On a recréé 3 autres petites mares qui fonctionnent bien, il y a des sources sur ce terrain, donc ça fonctionne très bien. S'il y a un trop-plein, il se déverse dans les ruisseaux. Et c'est fabuleux. Alors, toute la partie haute, on l'a aménagée différemment avec un théâtre de verdure. C'est là que se passe maintenant la fête de l'école, par exemple, ou des petits concerts, des choses comme ça. On fait un théâtre de verdure. Et puis, on a fait un verger partagé aussi. Donc là, l'année dernière, il a commencé à avoir les premiers fruits. Donc, les gens peuvent récupérer des fruits. Ça nous a inspiré puisque au bout d'un lotissement, on avait un bout de terrain et on s'est dit, ce terrain-là, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on va faire un deuxième verger partagé, mais sur un autre site et où tous les gens du secteur s'approprient. En plus, il y a un paysagiste qui habite dans le coin, il a dit, moi je vais vous accompagner dans la gestion de ce verger partagé. Et puis, donc alors le parc, il a été quasiment terminé. Récemment, on y a remis aussi un petit espace de fitness extérieur. Donc de plus en plus les gens sont appropriés. Et on a des tables de pique-nique. On peut pêcher sans prendre de poisson bien sûr, mais enfin pas question de prendre des poissons. Et les enfants viennent quelquefois que le papy et la mamie pêcher dans la mare. On avait enlevé les poissons et on les a remis. On avait stocké ailleurs, on les a remis. Alors là il y a plein de grenouilles, On a été labellisé Chemin de la Nature, on a travaillé avec Mayenne Environnement. Les enfants de l'école ont conçu tous les panneaux pédagogiques qui existent sur le parc. On a eu un spectacle du Carré, alors le Carré c'est le centre culturel de Château-Gontier, avec, je ne sais pas si vous connaissez, les chanteurs d'oiseaux. Ils reviennent prochainement au refuge de l'Arche. C'est des gens qui imitent le cri des oiseaux, et parfaitement. Et c'était intéressant parce qu'ils cette soirée-là, les oiseaux arrivaient dans les arbres, ils les appelaient, ils arrivaient dans les arbres. C'était assez impressionnant. En tout cas, la faune, parce qu'après tout ce travail, ça dérangeait un peu la faune quand même.
On a gardé les beaux arbres qui méritaient, on les a élagués si besoin. Il y a un arbre qu'on voit au fond, là, qui est un arbre quasiment mort, hein, mais il est mort, mais il est bien vivant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et donc, on a maintenant une enseignante qui vient faire classe le lundi sur le parc. Les enfants sont hyper motivés, c'est une journée où vraiment ils font tout, ils font des maths, du français dehors, dans le parc. Et la population s'est vraiment appropriée, alors c'est peut-être aussi à point nommé, parce que il a été ouvert au début au moment du Covid. Donc on a 1 heure pour sortir, les gens venaient. Personnellement, moi en tant que maire, bon, en tant qu'élu, vous savez bien que les budgets c'est compliqué. Ça nous a coûté quand même pas loin de 200 000 € cet investissement. Je craignais quand même que la population me dise vous avez mis beaucoup d'argent dans un espace de verdure, il y a plein de platelage bois et tout ça, en PMR pour pouvoir faire la pêche et tout. Et finalement, on n'a jamais eu autant de félicitations par la population. Donc j'étais très très surpris. Mais parce que les gens se sont appropriés ce lieu, et les week-ends il y a tout le temps du monde, alors qu'on est... Il y a 1000 habitants hein, sur Loigné, donc c'est pas une grosse commune, hein, voilà. Mais c'est au cœur de bourg et ça vit vraiment très très bien. C'est un peu l'endroit bien étudié, alors forcément ça convient aux gens. Ben voilà, l'endroit il était idéal. Alors on fait là ça se voit pas parce que ça a été fauché, mais on fait de la fauche tardive, donc on ne fauche qu'en septembre. Et on est tenu d'exporter, par rapport à la zone humide, on est tenu d'exporter tout ce qu'on fauche. Donc on a aussi investi dans un gros motoculteur avec une barre de coupe fauchée. Quand il y a aussi les jeunes avec l'opération Argent de Poche qui viennent entretenir le terrain avec nos agents. On les a associés aussi. On a associé un peu tout le monde, un peu d'intergénérationnel derrière tout ça. Et on a planté, on a planté avec l'opération Un arbre, une naissance. On a planté une trentaine d'arbres. Et là aussi, le conseil municipal des enfants ont proposé qu'on plante aussi quelques arbres en mémoire des personnes âgées qui connaissaient, qui étaient décédées sur la commune les 2 ou 3 années précédentes. Voilà, donc les arbres grandissent. Maintenant, c'est l'entretien, il va falloir savoir bien tailler. Ça, c'est un apprentissage aussi, y compris par nos agents. Voilà. Et donc ce projet a été aussi remarqué puisqu'il a remporté un prix au prix Aperçu. Voilà, oui, donc on avait candidaté sans trop de et pourtant de prétention et finalement on a été pris. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que là il est 21h. Je sens qu'il y a le petit cocktail qui a été préparé. Au lieu de faire une table ronde formelle, allons faire une table ronde en parlant à verre et en échangeant tous ensemble. Je pense que ce sera beaucoup plus convivial. Le dernier point, pour poser toutes vos questions. Le dernier point qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'acheter, alors je veux dire c'est onéreux aussi, hein, on vient d'acheter 600 mètres carrés sur un terrain qui est contigu à la cour de l'école, qui était vraiment très bien arboré, des beaux arbres. Alors on l'a acheté le prix du terrain à construire, parce que le monsieur il était prêt à vendre son terrain, parce qu'il avait, lui il est IGI, donc je vais vendre mon terrain pour construction, et on s'est dit non, on va pas laisser faire ça, donc on l'a acheté le prix du terrain à construire, c'est cher, mais d'un autre côté, là les parents d'élèves ont clôturé tout ça, ils ont tout aménagé, et on a un petit parc de 600 mètres carrés à disposition des enfants d'accueil de loisirs et de l'école. Bon, c'était dommage de laisser ça partir. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent quand même. Des moments, on prend c'est un peu des décisions politiques. On ne fait pas de politique comme une petite commune, mais c'est quand même des décisions politiques. Et pour le préserver, vous avez changé l'occupation du sol de ce terrain. Ah, alors s'il y a d'autres élus, on vient de faire notre nouveau plan d'occupation des sols. Et donc il est et là, on n'est pas en PLUI, en PLU, et on vient de durcir un peu les choses parce que
sais pas si c'est, j'allais dire malheureusement, mais on a une agriculture qui avait tendance à élaguer un peu dur. Donc là, on veut vraiment préserver. Puis voilà, sur la commune, cette année, il y a eu 5 km de haies de replantées, et l'an prochain, il y en aura à peu près autant. Donc là, il y a un mouvement qui est parti. Mais on a détruit avant. Oui, voilà. Vous avez pris cher dans le sud-Mayenne. Ah ouais. La végétalisation, hein, c'est ça. Et c'est replantées avec la lune. Alors pas toujours. Ah oui, alors moi ça c'est essentiel. Suivant la topographie du terrain. Ah bien sûr. Je suis d'accord. C'est essentiel. Et le talus dans le bon sens. Ça évite l'érosion des sols. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, avant de passer aux échanges au niveau du verre, on a juste quelques petites informations à vous faire passer au niveau du CAE et après on pourra tous échanger. Juste d'abord déjà un petit truc, comme on est sur l'arbre, donc le bois, etc. Il faut savoir que vous avez un événement dans la région Pays de la Loire, qui est un carrefour international du bois qui est en ce moment, donc 28-29 mai à Nantes, et où vous avez tous les acteurs qui sont liés au bois. Donc il y a quelques papiers là-bas qui vous le disent. Pardon. C'est sur les autres rendez-vous du mardi. Donc le prochain qui a été interverti, c'est sur l'art urbain en milieu rural. Et pour dire que c'est aussi un moyen un levier d'exploration et de transformation. Et du coup, ça sera certainement après en paille. Et vous avez les informations sur notre site, on vous envoie des newsletters. Et si vous voulez d'autres informations, vous pouvez nous appeler ou nous mettre des mails. Et puis une petite chose qui va se passer, on a notre assemblée générale qui va se faire le 11 juin à Fontaine-Daniel. Et pendant cette assemblée générale, pour la précéder, il va y avoir une petite conférence avec deux travaux qui ont été faits dans le cadre aussi des Pays de la Loire. Donc un travail qui a été fait au Lude, donc une commune de la Sarthe, et un autre travail avec une artiste plasticienne qui a travaillé à la fois sur des territoires en Espagne et en Bretagne, et pour parler justement de récolte, de comment on peut faire des couleurs, etc., avec des histoires aussi. Et puis sur le Lude, on a un film avec une paysagiste aussi qui a travaillé sur ce pays. Voilà. Et ça se passera au monastère de Fontaine-Daniel, donc de Bois-Salaire. Et puis à la suite, il y aura l'Assemblée générale avec une petite visite de Fontaine-Daniel et l'Assemblée générale qui se passera à l'usine Toile de Mayenne, dans l'usine, hein, pas dans le magasin. Voilà, donc ces petits papiers sont là-bas. Merci à tous déjà, merci aussi à Monsieur le maire de Montflour, à Monsieur Rameau, à Laure Thierry, à Monsieur le maire de La Roche-Neuville, à Maud Laurent pour votre aide, et puis aussi à Augustin qui était en vidéo mais qu'on a pu aussi bien échanger. Vous pouvez retrouver, je crois qu'il l'a dit hein, dans sa vidéo, sur CAE 77 Arbre, je ne sais plus comment on dit. Arbre, CAE77.fr ou CAE77.fr. Il y a aussi plein d'outils et plein de choses sur les arbres. Et puis on est toujours à votre service en tant que CAE si vous avez des questions sur ces sujets, avec Mathilde pour le paysage et les uns et les autres, Cédric aussi en architecture, avec Valentine. Et puis Alexis a filmé la soirée, donc vous pourrez la retrouver, comme vous a dit Mathilde, sur notre site internet. Voilà. On vous invite à échanger autour d'un verre si vous voulez. Si vous voulez parler avant, n'hésitez pas. Mais merci beaucoup.